Nous avons nos invités pour ce café citoyen. Donc, le titre, comme vous avez pu le lire, du militantisme à l'action citoyenne, l'exemple de AFM Téléthon. Donc, nous avons la chance, je dirais, et le plaisir d'avoir avec nous Christian Côté et Florence Duguet. Bonjour. Bonjour à vous. Comme je vous dis, on va attendre 2, 3 minutes, mais pas plus, parce que c'est tout, hein. On fera avec ceux qui sont là. De toute façon, le café citoyen va être enregistré, donc pas comme à chaque fois, tous nos adhérents, parce que celui-ci est vraiment réservé aux adhérents, tous nos adhérents pourront visionner le café citoyen. C'est d'ailleurs toujours le cas. Un certain nombre visionnent après le café citoyen, car effectivement, entre les décalages horaires, les temps où nos adhérents sont au travail, ou à d'autres activités, c'est toujours très, très compliqué parce que, donc là, 3 heures, il doit être à peu près 7 heures, je suppose, en Amérique latine et aux États-Unis, en Amérique du Nord. Par contre, il est 9 heures du soir en Asie, en Australie. Et donc, on joue toujours sur des plages assez, assez compliquées. Voilà justement Christiane qui vient des États-Unis. Donc, on a. Oh, Y a-t-il encore quelqu'un d'autre, Stéphane, pour Pas pour le vous, moment. Je vous pense que tu comment? peux On commencer. va, on va, on va commencer, comme je le disais. De toute façon, le café citoyen est enregistré et donc il sera diffusé sur notre chaîne YouTube et donc pas de problème. Donc aujourd'hui, on a un peu comme un double thème, je dirais. D'un côté, il y a vraiment ce thème du militantisme, de l'engagement citoyen qui peuvent transformer des causes en mouvements d'envergure. Et c'est le cas aujourd'hui. Et puis, on a un thème, c'est donc AFM Téléthon. Qu'est-ce que l'AFM Téléthon? Euh, quel, euh, euh, que fait AFM Téléthon? Quels sont les résultats? Quelles sont les perspectives? Et puis, comment on peut participer, contribuer? euh, donc, nous avons la chance, je dirais, d'avoir avec nous Christian Côté, qui a vraiment une, euh, une vie, une carrière militante absolument extraordinaire. Alors, il faut dire qu'au départ, Christian est ingénieur agronome, donc il a commencé, après avoir fait l'agro, il a commencé une carrière d'ingénieur agronome, mais sa fille, Marie-Lise, a été diagnostiquée avec l'amyotrophie spinale infantile, et donc, il a voulu évidemment aider sa fille. C'est donc le point de départ de toute cette activité militante qu'il a développée durant, je dirais, peut-être 40 ans ou plus, qui l'a conduit donc à rejoindre l'AFM Téléthon. Alors au départ, dans sa région, en Franche-Comté. Donc là, il a eu plusieurs postes comme bénévole, trésorier, responsable de l'organisation. Ensuite, il a beaucoup travaillé dans un groupe cherchant à donc faire avancer et à trouver des solutions pour l'amyotrophie spinale.
Et donc, il est arrivé en 88 à être coordinateur du Téléthon en Franche-Comté. Et puis ensuite, il est passé à un autre niveau, un niveau national. Il a déjà été administrateur de la FM Téléthon. Et ensuite, il a été élu vice-président de la FM Téléthon. Et puis ensuite, il a décidé, je dirais, d'un investissement complet au sein de l'AFM Téléthon, et donc en arrêtant sa carrière d'agronome et en dédiant toute son activité à l'AFM Téléthon. Et donc il en a été le directeur général, je crois, de juin 2005 à septembre 2022. Et donc, pour poursuivre ce combat engagé pour sa fille et pour toutes les familles qui ont des enfants ayant, je dirais, cette maladie et tout un ensemble de maladies rares dont Christian va nous parler. Voilà, donc ensuite, il a continué. Ensuite, il a pris, je dirais, il a pris sa retraite. Mais quand il a pris sa retraite, eh bien, il est redevenu, je dirais, bénévole, militant. Il a en ce moment plusieurs projets et il est actuellement conseiller auprès de la présidence de l'AFM Téléthon et président du conseil d'administration de l'Institut CECS ISTEM. Et puis, il y a d'autres instituts. Alors, ce sera peut-être intéressant, Christian, que tu nous expliques un peu tout tout cet ensemble auquel la FM Téléthon contribue et comment ça fonctionne, parce que effectivement, il y a, je sais pas, moi j'avais repéré euh, un, un ensemble de maladies rares, donc la myopathie de Duchenne, la myotrophie spinale, la calpaïnopathie, la cardiomyopathie hypertrophique, etc. Et donc un ensemble de maladies rares que les chercheurs de l'AFM Téléthon euh, donc en thérapie génique, euh, font des recherches, je dirais, très avancées en thérapie génique. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Christian, et pour que à la fois tu nous parles de ton rôle de militant, comment tu as vécu toute cette vie militante qui est effectivement extraordinaire. Et puis en même temps que tu nous expliques un peu l'AFM Téléthon, ce que fait l'AFM Téléthon. Ensuite, on aura un peu un débat si vous avez des questions. Et ensuite, nous avons aussi Florence Duguay, qui est donc une permanente de l'AFM Téléthon, qui travaille, je dirais, à l'international au niveau de l'AFM Téléthon, avec qui, justement, comme Français du Monde, nous sommes en contact permanent, puisque nous avons un accord avec l'AFM Téléthon, et nous essayons donc de faire avancer les choses. Et Florence est notre contact principal à l'AFM Téléthon, et donc elle pourra un peu nous expliquer comment nous pouvons contribuer, même si nous sommes, je dirais, hors de France. Parce que, comme vous le savez, il y a un grand show les 5 et 6 décembre prochains. Mais ce n'est pas seulement ça, le Téléthon. Il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup d'autres possibilités. Et on peut faire, je dirais, beaucoup de choses pour aider ces recherches qui sont vraiment très importantes et qui, qui sont vraiment clés pour toutes ces maladies rares. Voilà. Christian, je te laisse la parole, disons une vingtaine de minutes. Euh, Merci François. Je suis ravi d'être avec vous ce jour.
pour partager, c'est la règle du jeu, à la fois mon parcours de vie et ce qui se fait au niveau de l'AFM Téléthon. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors en effet, je rappellerai simplement quelques petits points de repère sur l'association. L'AFM Téléthon a été créée en 1958. Elle a été créée par des malades et des parents de malades, et donc c'est vraiment le combat des malades et de leurs apparentés que je voudrais essayer de partager avec vous. Alors, tout à l'heure, François disait que j'avais un parcours extraordinaire. Non, mon parcours n'est pas extraordinaire. En fait, on a l'habitude de dire à l'AFM Téléthon que l'on fait des choses extraordinaires qui sont portées par des gens ordinaires. Et je crois qu'il faut vraiment insister sur la dimension collective du combat, parce que c'est vraiment un combat et un combat contre la maladie. Euh, alors, créé en 58, et évidemment, l'AFM Téléthon est beaucoup apparu je dirais, dans les médias à partir de 1987, 1987 qui était la date du premier Téléthon. Alors, je vais essayer de faire un parallèle entre mon engagement personnel, mais également le progrès thérapeutique qui a été porté par l'AFM Téléthon sur la maladie de ma fille. Je la prends comme exemple, vous comprendrez pourquoi, c'est parce que je l'ai vécu de l'intérieur, mais ce qui s'est passé ces 40 dernières années pour l'amyotrophie spinale infantile, qui est la maladie de ma fille, qu'on appelle aussi SMA, Spinal Muscular Atrophy en anglais. Donc, eh bien, ce qui s'est passé pour cette maladie-là, eh bien, c'est ce que nous aimerions qu'il se passe pour toutes les maladies. Encore que deux, trois points de repère. L'AFM Téléthon, le Téléthon, c'est le combat pour les maladies rares. Qu'est-ce que c'est que les maladies rares? Ce sont des maladies qui atteignent chacune d'entre elles peu de personnes, moins de 1 sur 2000 en population générale. Elles sont très nombreuses. Elles peuvent affecter tous les organes et toutes les fonctions biologiques, hein, puisqu'on a des maladies du muscle, bien sûr, les myopathies, qui est le cœur du combat de l'AFM, mais on a des maladies du sang, des maladies du système nerveux central, des maladies de la vision, des maladies des os, des maladies, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a pas, je crois qu'il n'y a pas une seule fonction biologique qui échappe au périmètre de l'une ou l'autre des maladies rares. 7000 maladies, et parmi celles-ci, 3 à 400. Alors je dis 3 à 400 parce qu'il y a des catégories, des sous-catégories, des sous-sous-catégories qui sont ce qu'on appelle les maladies neuromusculaires, les myopathies au sens large, et la maladie de ma fille, la myotrophie spinale infantile, fait partie de ces maladies neuromusculaires. En effet, ma fille Marie-Lise est née en 1983. Donc, vous voyez, les 40 ans sont révolus. Elle a été sans aucun soupçon de pathologie à la naissance. C'est après 1 an qu'on a commencé à s'inquiéter parce que au moment où elle a fait ses premiers pas, on s'est vite rendu compte qu'elle avait une marche un peu instable, des chutes fréquentes, un périmètre de marche très limité. Et il a fallu environ 6 mois pour arriver à ce diagnostic d'amyotrophie spinale infantile. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maladie? C'est une maladie génétique. Les parents sont chacun porteurs de la mutation causale de cette maladie sur un de leurs gènes, mais ils sont porteurs sains. Vous savez que tous nos gènes fonctionnent par paire. Quand on a un gène muté et un gène normal, on n'est pas malade. Mais à chaque conception, il y a un risque sur 4 que l'enfant à naître reçoive les deux chromosomes qui portent les gènes avec la mutation et donc qu'il soit malade. C'est le cas de notre fille. Notre fille a reçu de mon épouse et de moi-même le gène porteur de mutation, elle est donc malade. C'est une maladie qui se traduit par une perte de fonction au niveau des membres supérieurs et inférieurs. En fait, elle fonctionne par dégénérescence du motoneurone. Hein, la mutation du gène provoque l'absence d'une protéine
protéine qui est nécessaire à la survie de motoneurones. Et donc, lorsque les deux gènes sont mutés, cette protéine n'est pas présente et le motoneurone qui est présent au cœur de la moelle épinière, qui est le relais de la transmission de l'influx nerveux entre le système nerveux central et les muscles périphériques, ce motoneurone dégénère et meurt. Dans 60% des cas de cette maladie, malheureusement, c'est ce qu'on appelle la forme très grave, qu'on appelle l'amyotrophie spinale de type 1. Ce sont des bébés qui ne survivent pas au-delà de 18 à 24 mois. Ils meurent par détresse respiratoire parce que, je disais, les muscles périphériques ne reçoivent plus l'influx nerveux et en partie les muscles qui servent à la respiration, hein. Nos poumons ne sont que des sacs qui ne fonctionnent que si sont activés par des muscles. Et donc, au plus tard, à 24 mois, ces bébés dégénèrent, ces bébés meurent de détresse respiratoire. Nous avons la chance pour notre fille qu'elle ait été atteinte d'une forme plus modérée parce que, je ne rentre pas trop dans le détail, il y a des gènes modificateurs qui viennent moduler l'effet de la mutation causale de cette maladie. Donc notre fille est atteinte d'une forme modérée, ça veut dire elle a échappé à ce destin cruel d'un décès très, très précoce. Et aujourd'hui, elle a 42 ans et elle vit sa vie en fauteuil roulant. On va y revenir. Je me suis, dès le moment où nous avons reçu ce diagnostic, j'ai presque envie de dire, je reprends les mots de notre présidente, avec mon épouse, on va dire, nous nous sommes mis en mode combat. C'est-à-dire que face à, je dirais, à l'indicible et l'inacceptable, on a cherché à faire tout ce qu'il était possible de faire pour essayer de trouver une solution. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de possibilité d'accès à Internet, bien sûr, et j'ai rencontré des chercheurs, j'ai lu de la bibliographie, et très vite, je me suis rendu compte que s'il existait quelque part quelques équipes dans le monde qui travaillaient sur la compréhension de cette maladie, il n'y avait rigoureusement aucune équipe qui travaillait à une recherche à finalité thérapeutique. En fait, je me suis rendu compte qu'on était au tout début, au balbutiement des connaissances, au-delà je dirais, de la modalité de transfert du risque génétique que j'évoquais, à savoir deux parents porteurs sains, un risque sur quatre, c'est ce qu'on appelle une transmission homozygote récessive, un risque sur quatre à chaque naissance. Ben, au-delà de ce mécanisme génétique théorique, on ne savait absolument rien. Et d'ailleurs, les médecins qui ont porté le diagnostic pour notre fille nous ont dit, l'histoire naturelle de la maladie, ben, ça sera ce qui fera le destin de votre fille. Et donc, on n'a pas, enfin, on n'a pas accepté. On est bien obligé d'accepter, mais en même temps, il faut réagir. Et donc, je me suis rapproché à l'époque de l'AFM Téléthon. Nous étions en 1985. J'ai mis un an à me mobiliser. C'est en 1986 que je me suis rapproché de l'AFM Téléthon, qui était déjà une association qui avait pignon sur rue, mais qui n'avait pas les moyens qu'elle a aujourd'hui grâce au Téléthon. Je vous rappelle que le premier Téléthon, c'était en 1987, et j'ai commencé à m'impliquer localement. J'ai participé à la création à l'intérieur de la FM Téléthon, on va dire d'une section, on appelle ça un groupe d'intérêt, qui par-delà la diversité des maladies neuromusculaires, rassemblait les familles concernées par cette maladie spécifique, l'amyotrophie spinale infantile. Et aujourd'hui, il y a une dizaine d'autres groupes thématiques de ce type à l'intérieur de la FM Téléthon. Alors, le, ce que nous avons fait surtout, c'est que nous avons, à partir de la fin des années 80, organisé des rassemblements de familles, de façon à, ben, d'une part, partager les connaissances qu'on avait sur la maladie, partager des, des, des astuces de la vie quotidienne, puisque la plupart de ces enfants, à part ceux qui sont atteints d'une forme plus tardive, sont en fauteuil roulant et avec des problèmes respiratoires plus ou moins prononcés, comme je l'évoquais. Donc, partager des astuces pour le confort de la vie quotidienne, mais surtout, ces rassemblements de familles nous ont permis de collecter des échantillons de sang familial, c'est-à-dire toute la fratrie. Si les chercheurs avaient besoin d'échantillons biologiques pour travailler
à l'identification du gène responsable de la maladie. On connaissait le mécanisme théorique, mais on ne connaissait pas le gène responsable. On était au tout début des balbutiements des recherches en génomique à cette époque-là. Et donc, dans ces rassemblements de familles, nous collections avec des médecins des échantillons de sang des parents, de l'enfant atteint, des frères et sœurs s'ils étaient présents, éventuellement des grands-parents, puisque les chercheurs travaillent par comparaison entre le génome d'un individu atteint versus le génome des individus les plus apparentés familialement parlant, mais qui, eux, ne sont pas malades. Et c'est dans la recherche de la différence sur ce qu'est notre patrimoine génétique qu'ils peuvent trouver l'endroit où, dans le génome, il y a une mutation qui peut être responsable de la maladie. Ça, c'était la fin des années 80. À cette époque, j'étais impliqué, je dirais, régionalement. François a cité la Franche-Comté. En effet, j'habitais près de Besançon à l'époque. Dans ce même moment, fin des années 80, l'AFM Téléthon, avec l'argent du Téléthon, 1987, premier Téléthon, a créé un premier laboratoire qui s'est appelé Généton. Généton, c'était au départ un laboratoire de recherche en génomique fondamentale qui s'était donné la mission que l'AFM Téléthon avait donnée à Généton, c'était de la génétique fondamentale, dresser les premières cartes du génome. Et c'est ce que notre laboratoire a fait. Et je crois que c'est quelque chose à mettre au patrimoine de l'humanité. Entre 1992 et 1996, Généton a été créé à la fin des années 80. Entre 92 et 96, Généton a publié les premières cartes complètes du génome humain. Alors, elles n'étaient pas aussi précises qu'on pourrait le souhaiter. C'était des premiers points de repère. Ensuite, notamment avec les Américains, dans le cadre d'un programme qui s'est appelé Human Genome, ces cartes ont été améliorées, peaufinées, et ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard qu'on a pu assister à la fin du décryptage complet du génome humain. Eh bien, néanmoins, ces premières cartes publiées par Généton ont fourni aux chercheurs dans le monde entier les points de repère qui ont permis de travailler à la compréhension du génome et à la recherche des gènes dont les mutations sont responsables des maladies. Et c'est ainsi que, sur des financements de l'AFM Téléthon, encore, un laboratoire de l'INSERM, en utilisant ces cartes du génome produites par Généton et aussi d'autres connaissances en génomique fondamentale, un laboratoire de l'INSERM, en 1995, a publié l'identification du gène qui s'appelle le gène SMN1, dont la mutation est responsable de la myotrophie spinale. Je peux vous dire que pour nous, famille, ça a été une étape considérable parce que tant que la maladie n'était pas identifiée, c'était très difficile de se projeter. À partir du moment où le gène a été identifié, donc la séquence génétique précise qui permet de fabriquer cette protéine manquante dans la maladie, eh bien, la maladie avait un visage et surtout, cette compréhension-là permettait d'avancer vers la compréhension, je dirais, ce qu'on appelle les mécanismes physiopathologiques et de trouver des parades thérapeutiques. Et donc, ça a été pour nous vraiment un moment très important qu'on a évidemment suivi. D'ailleurs, on a été très impliqué dans les étapes d'avant parce que on a aussi recherché des familles où il pouvait y avoir plusieurs cas d'enfants malades, puisque ces familles-là sont plus informatives que des familles où il y a un seul cas d'enfant atteint. Et c'est ainsi que on peut dire que ce gène, il a été identifié par ce laboratoire de l'INSERM que nous financions à l'hôpital Necker à Paris, mais avec une forte implication des familles, et que le Généton, qui avait fourni les outils nécessaires à cette identification, a été aussi très, très impliqué. Évidemment, nous, famille, ce qui nous intéresse, c'est la thérapeutique. Et donc, il fallait passer du fondamental, de la connaissance fondamentale, à la thérapeutique. Et comme je fais le parallèle avec mon parcours de vie, c'est l'époque où je suis devenu
administrateur, membre du conseil d'administration de l'AFM Téléthon, tout en poursuivant en parallèle une carrière dans la recherche agronomique. Un peu plus tard, on va dire, on va situer ça au début des années, au début des années 2000, c'est ça, au début des années 2000, notre laboratoire Généton s'est orienté vers ce qu'on appelle les thérapies géniques. Il avait même commencé un petit peu avant, c'est un petit raccourci. C'est au début des années 2000 qu'une chercheuse de Généton, elle s'appelle Martine Barkatz, s'est intéressée à la thérapie génique de l'amyotrophie spinale sur la base des connaissances acquises, à savoir le mécanisme de la maladie, le gène connu, la compréhension de toute la structure du génome autour de ce gène SMN1 dont la mutation est responsable de l'amyotrophie spinale. Le travail, son sujet, on va dire, de travail, était de trouver la possibilité d'une thérapie génique, c'est-à-dire d'aller remplacer le gène muté par un gène de synthèse qui allait permettre de corriger le défaut génétique. Ça, nous étions en 2004. Alors, je fais toujours le parallèle. Il devenait très compliqué pour moi, d'une part, impliqué avec une famille, avec une enfant malade, un fort investissement professionnel dans la recherche agronomique et en même temps une forte implication au niveau associatif, puisque c'est l'époque où je suis devenu vice-président national de l'AFM Téléthon, aux côtés de Laurence Thiénot, la présidente actuelle. J'ai donc fait un choix. Alors en fait, l'anecdote est la suivante. Avec Laurence Thiénot, nous avions commencé des entretiens pour recruter un directeur général pour l'AFM Téléthon. Nous n'étions pas très satisfaits des personnes qui se présentaient à nous. Et un soir, comme ça, mais fort tard, vers 23 heures, après un entretien, Laurence me dit, mais j'ai une idée, et si tu prenais le poste? Je dois avouer que c'était pas du tout une projection personnelle. J'étais très attaché à ce que je faisais en termes d'agronomie. J'étais devenu directeur national du réseau, je dirais, d'expérimentation agronomique d'un institut de recherche qui travaille sur les productions végétales. Enfin bref, je ne me projetais pas du tout là-dedans. J'ai laissé traîner ma réponse pendant quelques mois. Et puis, je me suis dit à un moment donné que ça avait du sens parce que de toute façon, j'étais constamment confronté à des concurrences d'activités, des conflits d'agenda. Et j'ai donc fait ce choix en 2005 d'abandonner ma carrière d'agronome, de démissionner de mes fonctions associatives d'élu pour prendre le poste de directeur général. Et je suis donc devenu directeur général de l'AFM pendant 17 ans, de 2005 jusqu'à 2022. C'était une autre façon de continuer ce combat pour les familles concernées par ces maladies rares. Donc 2004, Martine Barkatz commence à s'intéresser à la thérapie génique de l'amyotrophie spinale et elle fait un travail fantastique puisque à la fin des années, oui, vers 2007-2008, elle publie ses travaux qui démontrent sur un modèle animal, une souris de laboratoire porteuse d'une maladie qui mime la maladie humaine, elle démontre que ces souris qui, à l'état naturel, ont une espérance de vie de quelques jours, une fois traitées par son vecteur de thérapie génique, et je vais y revenir, ces souris survivent 100, 200, 300 jours et n'extériorisent pas les symptômes de la maladie. Donc c'était encore une avancée, non pas thérapeutique, on va dire pré-thérapeutique, fantastique. Alors qu'est-ce que c'est que la thérapie génique? En fait, bon, pour le dire, c'est très facile à comprendre. On veut remplacer le gène qui est anormal et qui ne produit pas la protéine qui est attendue. Il faut savoir que la fonction d'un gène, c'est de fabriquer une protéine. On a des milliers de gènes qui fabriquent des milliers de protéines qui sont constitutives du corps humain. Eh bien, donc, thérapie génique, on ramène un gène de synthèse qui va permettre dans la cellule, qui va permettre de refabriquer cette protéine absente et donc de traiter la maladie.
Et donc, c'est ce qu'elle a. Alors, comment on fait? Parce que le problème, c'est que ramener un gène, c'est pas si simple que ça. On peut pas avaler une pilule, parce que sinon, il serait digéré par notre système digestif. Et donc, on utilise des micro-organismes qui ont la capacité d'aller transfecter nos cellules. Ce sont des virus. Et à l'état naturel, un virus, son mode de fonctionnement, c'est, quand il infecte une de nos cellules, c'est de injecter dans notre cellule son patrimoine génétique de virus pour utiliser la machinerie cellulaire afin de se reproduire. Et donc là, l'astuce de la thérapie génique, c'est d'utiliser des virus. Alors, ce sont des virus de synthèse, des virus fabriqués en laboratoire, des particules virales, dans lesquelles on intègre le gène d'intérêt et donc, ce qui fait que le virus, lorsqu'il va infecter une cellule, lorsqu'on a injecté le virus à la personne, il va transférer non pas son patrimoine génétique à lui pour rendre malade la personne, il va injecter le gène médicament, le gène d'intérêt. C'est ça la thérapie génique. Alors c'est très simple à le dire comme ça. C'est évidemment très très compliqué. C'est évidemment très compliqué de le réaliser vraiment, quoi. Et donc, Martine a publié ses travaux. À cette époque-là, on était à la fin des années 2000, on n'était pas prêt. Généton n'était pas prêt et on n'avait pas non plus les moyens pour aller plus loin parce que après les travaux sur modèle animal, il fallait passer à l'homme. Or, passer à l'homme, ça demande d'abord une organisation qui n'existait pas encore à Généton à cette époque-là, et ça demande aussi beaucoup d'argent. Et donc, c'est sur la base des publications de Martin Barkat qu'une biotech américaine a fait ce travail de passage à l'homme, c'est-à-dire que Généton a fait le préclinique, et donc cette biotech américaine a réalisé les phases de recherche clinique et a démontré que sur l'homme, eh ben, ça marchait comme sur la souris. C'est-à-dire que des enfants traités par ce vecteur de thérapie génique, eh bien, tout se passe comme si on stoppait la maladie là au moment où on l'a traitée. Et c'est allé finalement assez vite, puisque les travaux de Martin Barkat ont été publiés à la fin, je disais, des années 2000. Et c'est en 2019 que la FDA aux États-Unis, la Food and Drug Administration, a autorisé l'utilisation de ce médicament, hein, c'était un candidat médicament qui est devenu un médicament, a autorisé l'utilisation de ce candidat médicament. Et dès 2019, les premiers bébés ont pu être traités, notamment en France, même si la France n'avait pas encore autorisé ce médicament. Quand vous avez affaire à une maladie grave comme l'amyotrophie spinale et qu'il n'y a pas d'alternative thérapeutique, il existe en France des systèmes d'accès précoce aux médicaments qui permettent d'utiliser un traitement lorsque il a déjà fait preuve des premiers travaux d'efficacité ou qu'il a reçu ailleurs dans un autre pays, ici aux États-Unis, une autorisation, on appelle ça une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Et donc dès 2019, les premiers bébés français ont pu être traités, et on en a parlé dès 2019 dans le Téléthon. Ça a été, alors j'étais déjà directeur depuis quelques années, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai suivi de très près tout ça. Je pourrais vous montrer des tas de photos où, par exemple, je tiens dans la main les souris traitées par ce vecteur de thérapie génique. C'est allé assez vite et donc, d'autant plus que, en parallèle de cela, sur la base des mêmes connaissances génétiques qui, je rappelle, sont issues de travaux français financés par le Téléthon, il y a deux autres traitements qui ont été mis au point. Alors, je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas à proprement parler de la thérapie génique, mais c'est quand même de la thérapie du gène parce qu'il joue sur le mécanisme génétique de la maladie en activant des gènes modificateurs et qui viennent moduler l'expression du gène qui provoque la maladie. Bref, à partir de la fin des années 2010, nous disposions de trois traitements pour la myotrophie spinale. La thérapie génique issue des travaux de Généton qui cible les bébés, les enfants, les jeunes enfants, et puis deux autres traitements qui, lui, ciblent davantage les adultes. Alors,
il faut aussi savoir, malheureusement, que c'est une maladie dégénérative. Ça veut dire que plus on va traiter tard, plus la maladie aura fait des dégâts. Et donc, on s'est très vite rendu compte, et les essais cliniques l'ont démontré, que plus on traitait tôt, meilleure était l'efficacité. Et très vite, on est arrivé à la conclusion que la meilleure, parce que tout se passe comme si on fige la maladie au moment où on traite. Mais les dégâts liés au développement précoce de la maladie, liés à la mort prématurée du motoneurone, eh bien, on ne va pas les réverser. On va arrêter la progression de la maladie, mais on ne va pas ressusciter les motoneurones qui sont déjà décédés. Donc, les dégâts liés au stade précoce, ils restent. Et c'est ainsi que vous l'avez peut-être vu dans le Téléthon, vous avez des enfants à amyotrophie spinale qui sont super bien. Alors, il y a pas, vraiment un vrai traitement de rupture, hein. Ils vont très bien, mais certains d'entre eux restent en fauteuil parce qu'ils ont été traités trop tard. Et à la fin vers 2018-2019, on s'est dit, mais pour qu'on puisse traiter très tôt, avant que la maladie ait fait des dégâts, eh bien, il faut dépister cette maladie à la naissance. Et ça a été un nouveau combat dans lequel j'ai été très, très impliqué avec d'autres au niveau de la FNT parce que vous savez qu'il existe en France un programme de dépistage néonatal à la maternité. On va prélever quelques gouttes de sang au talon du bébé à 3 jours de vie. On recueille ces gouttes de sang sur un buvard. Ce buvard est envoyé dans un laboratoire de biochimie et on va rechercher des traceurs précoces, des marqueurs précoces de telle ou telle maladie. Ce sont des maladies génétiques. Par exemple, on dépiste depuis 2002 la mucoviscidose. Elle est dépistée à la naissance. Pour la myotrophie spinale, c'était plus compliqué parce qu'il n'existe pas de marqueur biochimique précoce. Qu'à cela ne tienne, la proposition que nous avons faite, c'est de dire, eh bien, puisqu'il n'y a pas de marqueur biochimique précoce, ce qu'il faut, c'est faire un test génétique, rechercher la mutation causale dès la naissance. Le problème, c'est que la loi française ne permettait pas qu'on se livre à des investigations génétiques sur une personne humaine, puisqu'on était en population générale, si on n'est pas dans une suspicion de pathologie, s'il n'y a pas des symptômes qui révèlent l'existence d'une pathologie, là, on peut aller rechercher un problème génétique, mais en population générale, et c'est ce qu'il fallait faire pour dépister la maladie, on n'avait pas le droit de le faire. On a donc travaillé, et il a fallu 3 ans d'investissement personnel et de toute une équipe pour faire modifier la loi. On s'est impliqué dans ce qu'on appelle les lois de bioéthique, qui encadrent les travaux qui encadrent la médecine, qui encadrent les travaux de recherche, qui disent ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et donc, dans le cadre des États généraux de la bioéthique qui ont commencé en 2018, on a proposé d'utiliser la génétique pour faire du dépistage néonatal, c'est-à-dire d'aller rechercher, au lieu de faire un test de biochimie qui n'était pas utile à l'hémotrophie spinale, pour cette maladie-là, d'aller directement rechercher la mutation dès la naissance. Et il a fallu quand même pas mal d'engagement de toute une équipe parce que dès qu'on utilise le mot génétique, on convoque toutes sortes de fantasmes. On nous a accusés d'eugénisme, alors que notre propos était d'identifier des bébés déjà nés, malades, pour mieux les traiter. Je ne sais pas où se trouve l'eugénisme. On a dû passer par des auditions à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Comité consultatif national d'éthique, au Conseil d'État, pour finir, je vais très vite, que dans la promulgation de la nouvelle loi de bioéthique en août 2021, eh bien, il y a un article, c'est l'article 27 de la loi de bioéthique du 2 août 2021, qui autorise un peu un système dérogatoire qui sort de l'interdiction d'utiliser la génétique hors approche médicale à des finalités de diagnostic, mais de l'utiliser en population générale pour faire du dépistage néonatal. Et donc ça, c'est 2021. Ensuite, il a fallu convaincre, au-delà des politiques qui ont accepté de modifier la loi, il a fallu convaincre les autorités de santé. Et ça n'a pas été non plus une partie de plaisir, parce que, bon, les choses sont ainsi faites. À un moment donné, on s'est dit, bon, ben, la meilleure façon de convaincre, c'est de mettre en place un pilote
sur un territoire pour démontrer que ça marche. Et c'est ainsi qu'on a développé de 2022 à 2024 un programme qu'on a appelé Dépisma, qui était un projet préfigurateur du dépistage néonatal de l'amyotrophie spinale dans deux grandes régions, le Grand Est et la Nouvelle-Aquitaine. Je vais directement à la conclusion. Alors, on a travaillé en collaboration avec des cliniciens, des généticiens. C'est l'AFM Téléthon qui a financé en grande partie et porté ce programme. Bref, sur la base des travaux que nous avons rendus, on a rendu un rapport complet à la Haute Autorité de Santé. Le bilan final, c'est que sur ces deux régions et pendant 18 mois, on a dépisté 18 bébés. On avait embarqué toutes les maternités, les 81 maternités étaient partie prenante du programme. On a dépisté 18 bébés atteints de la mutation on en a traité, je vais passer, après il y aura des questions sans doute, on pourra y revenir. 13 ont été traités par thérapie génique et la démonstration qu'il fallait faire a été faite, c'est-à-dire que ça marche, on sait le faire, ça coûte pas cher et quand on traite dès les premiers stades de la vie, en moyenne dans ce programme de dépistage néonatal, les bébés étaient traités à 21 jours. Eh bien, la maladie n'apparaît même pas, il n'y a aucun symptôme et au lieu d'avoir des enfants qui, traités plus tard, certes, vont mieux, mais conservent les séquelles des développements précoces de la maladie. Là, on a des bébés qui marchent, qui courent, qui sautent, et vous avez peut-être vu des vidéos, sinon on pourra vous en transmettre, d'enfants traités dès la naissance et qui vont super bien. Donc, entre ce progrès thérapeutique issu d'un très fort engagement associatif et de lourd financement de l'AFM Téléthon à travers notre laboratoire Généton et ce programme de dépistage, je pense que on peut dire qu'on a complètement changé la donne. Et je vais terminer là-dessus. Quand ma fille a été diagnostiquée, on nous a dit maladie rare, très grave. Euh, c'est l'histoire naturelle de la maladie qui fera le destin de votre fille, finalement. Aujourd'hui, lorsqu'un un bébé est diagnostiqué, et on espère que maintenant ils vont tous être diagnostiqués dès la naissance, le médecin va dire aux parents, ben, il ne va pas cacher que c'est toujours une maladie grave, une maladie très sévère, une maladie mortelle, mais qu'on dispose de traitements et que si on traite tout de suite, eh bien, la maladie n'apparaîtra pas. Donc, vous voyez un petit peu le changement de paradigme. C'est la première fois que dans le monde des myopathies, les médecins peuvent avoir une attitude de soins et d'amélioration, alors que jusqu'à présent, ben, ils avaient les neurologues, les MPR, dans les consultations spécialisées, n'avaient qu'un rôle d'accompagnement pour prévenir et ralentir au mieux la progression de la maladie. Maintenant, pour la myotrophie spinale, la donne est complètement changée. Et donc, c'était, j'ai envie de dire pour conclure que ça a été pour moi et pour ceux qui ont travaillé avec moi une aventure à la fois humaine, scientifique et médicale, quelque chose d'extraordinaire. Et je m'arrêterai là pour répondre à vos questions. Merci, merci Christian. Hélas, le temps passe très vite, mais je crois que cet exemple de l'amyotrophie spinale est vraiment un bon exemple de ce que peut faire et de ce que fait le Téléthon. Je crois qu'il serait bon aussi que tu donnes quelques indications sur d'autres maladies qui ont avancé et qui ont aussi aujourd'hui des résultats. Et ben, on va ouvrir le débat. Donc, vous avez la possibilité, donc, pour ceux qui veulent poser des questions, de lever la main et je vous donnerai la parole en fonction de vos demandes. Mais ensuite, bah, moi j'ai ces deux questions un peu. Une première question, c'est quelles sont les maladies sur lesquelles travaillent les chercheurs du Généton et des labos aidés par AFM Téléthon? Et un peu quelle est la structure alors de l'organisation AFM Téléthon? Parce que j'ai vu, par OK. exemple, Christian, que tu étais membre de tout un ensemble
d'institutions, mais qui ont tout à voir avec les maladies rares, qui ont tout à voir avec ce que fait le Téléthon. Alors ça, ce seraient les deux premières questions pour lancer un peu le débat. En même temps, avant que tu répondes, je vais demander à Marc Giraud donc de poser sa question. Alors, merci, bravo. Bon. Le CRISPR-Cas9, c'est arrivé après et ça s'est utilisé maintenant pour fabriquer les virus, les vecteurs de thérapie génique, c'est ça, n'est-ce pas? Alors, je réponds à cette question, puis après Oui, je oui, reviens oui, sur les oui, premières. bah, Ok. tu peux répondre oui, à mes questions et à sa CRISPR-Cas9, question. Cas9, Il y c'est a pas une de- forme de Cas9 ou Cas9, c'est les anglo-saxons. C'est une forme de thérapie génique, en fait. Ce que fait CRISPR-Cas9, ce sont ce qu'on appelle des ciseaux moléculaires, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller couper dans un gène une partie qui ne fonctionne pas pour l'éliminer. Et ensuite, on utilise, alors après, il y a plusieurs scénarios possibles, mais disons que pour être très général, on utilise les fonctionnalités cellulaire et la capacité de notre ADN, le support de nos gènes, de se régénérer. Voilà. Donc c'est une forme de thérapie génique. On va enlever la partie qui ne va pas et on va utiliser les capacités régénératives de l'ADN pour réparer le morceau qu'on aura enlevé. Mais en effet, c'est une forme de thérapie génique qui est d'ailleurs utilisée par tous nos laboratoires. Alors, je vais répondre à tes deux questions, François. Je me suis rendu compte que j'avais quand même oublié un point très important. Je vous ai dit, on a identifié 18 bébés grâce à notre programme expérimental. Oui, mais depuis le 1er septembre, les autorités de santé françaises, sur la base des résultats que nous leur avons apportés, ont déployé le dépistage néonatal de la métrophyse spinale sur tout le territoire. Depuis le 1er septembre, dans toutes les maternités de France, et des départements d'outre-mer, on dépiste l'amyotrophie spinale. Donc, on peut dire que grâce au progrès thérapeutique et à ce dépistage, on ne devrait plus voir d'enfants marqués très fortement par la maladie comme on le voit encore aujourd'hui. Alors, tu as parlé de l'organisation. L'AF, L'AFM Téléthon, Association de malades et de parents de malades. C'est une association loi 1901 qui a une particularité, c'est qu'elle n'a dans son conseil dans son conseil d'administration que des personnes concernées, c'est-à-dire des malades ou des personnes apparentées à des malades. Et dans ses décisions, elle s'appuie sur un conseil scientifique. Ce conseil d'administration s'appuie sur un conseil scientifique qui comporte environ 80 personnes, des scientifiques concernés par les maladies rares, français ou étrangers. On a un conseil d'administration, on a un conseil scientifique qui est très international. Il est à la fois moitié français et moitié avec des chercheurs venus d'un peu tous les pays, hein. On a des Australiens, des Américains, des Anglo-Saxons en général, des Allemands, etc., etc. Bon. Association loi 1900. Mais ce conseil scientifique n'a qu'un rôle de recommandation. C'est in fine le conseil d'administration qui décide. Conseil scientifique, il évalue, il évalue les programmes qui nous sont soumis pour financement, puis surtout il évalue les résultats apportés par ces programmes. Et cette association est là, comment dire, elle est très atypique parce que non seulement elle finance des programmes de recherche un peu partout dans le monde entier en procédant par exemple à des appels à projets sur lesquels viennent se positionner des équipes de scientifiques, mais elle est devenue directement opératrice de la recherche en créant ses propres laboratoires. J'ai déjà parlé Généton, qui a été créé à la fin des années 80. Aujourd'hui, Généton, qui était hier en laboratoire de recherche en génomique, est devenu, je peux dire, une biotech
qui portent des projets thérapeutiques de thérapie génique. Mais une biotech d'un genre très particulier, puisque Généton a aussi le statut d'association loi 1901 et il est à but non lucratif. Ça n'interdit pas qu'il puisse avoir des retours financiers issus de ses recherches. Exemple, la myotrophie spinale, après les travaux de Martine Barkatz, avaient bien sûr été protégés par des brevets déposés par Généton. Et même si ce n'est pas Généton qui aujourd'hui diffuse le médicament de thérapie génique que j'ai évoqué, Généton touche en retour des redevances liées au déploiement de ce traitement. Mais à la différence d'une biotech à but lucratif, cet argent, il est entièrement réinvesti dans le nouveau programme de recherche, par exemple pour d'autres pathologies. Donc l'AFM Téléthon a créé Généton, mais elle a aussi créé un deuxième laboratoire qui s'appelle ISTEM CECS. J'en suis alors c'est un peu ISTEM, c'est un acronyme, hein. CECS, ça veut dire Centre d'études des cellules souches. ISTEM CECS, son domaine d'action, c'est la thérapie cellulaire. En parallèle de Généton, dont le domaine d'action est la thérapie génique, ISTEM, c'est la thérapie cellulaire. Donc, deuxième laboratoire qui, lui, a été créé en 2005. L'AFM Téléthon a aussi créé l'Institut de myologie. Alors, contrairement aux deux premiers, Généton et ISTEM ont en portefeuille des projets de recherche qui portent sur des maladies rares en général et pas uniquement neuromusculaires. L'Institut de myologie, comme le terme myologie l'indique, lui est centré sur le muscle et ses pathologies, ou le nerf. Et donc, l'Institut de myologie, c'est à la fois un institut de recherche fondamentale, de recherche thérapeutique, mais également un centre expert pour la prise en charge des malades, un lieu d'enseignement. Il est installé à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ces trois laboratoires, Généton thérapie génique, maladie rare, ISTEM thérapie cellulaire, maladie rare, Institut de myologie, centre recherche. Ah, on a un petit Pardon, problème de connexion. Ah, ça y est. Venu. il y a eu un problème? Ouais, Oui, de ça s'est connexion. Je coupé. disais que ces trois laboratoires, on les appelle nos bras armés. C'est-à-dire que c'est le bras armé qui remplit, ce sont des acteurs qui remplissent la mission de développement des thérapeutiques portée par la FM Téléthon. Vous pouvez, par exemple, l'analogie a ses limites, bien sûr. Imaginez que l'AFM Téléthon est un peu la holding de trois entités qui sont des laboratoires qui travaillent sous gouvernance de l'AFM Téléthon. Généton, ISTEM, l'Institut de myologie. Mais ça va beaucoup plus loin parce que l'AFM a créé une trentaine d'organisations différentes qui toutes œuvrent dans le monde des maladies rares. Elle a par exemple créé Hyposkésie. Hyposkésie, c'est une plateforme industrielle de production de traitements de thérapie génique. Donc, Hyposkésie, parce que, en fait, Généton est quand même est un institut de recherche. Il va imaginer des thérapies géniques, mais ensuite il faut les industrialiser. Et l'industrialisation se fait euh, entre la sortie de Généton et ce qui peut se passer à Hyposkésie. La FM Téléthon, pour prendre en compte l'ensemble des maladies rares, alors qu'elle n'a pas les compétences sur toutes les maladies, a aussi créé tout un écosystème qui porte sur les maladies rares. Par exemple, et nous continuons de les financer avec le Téléthon. Par exemple, nous avons créé l'Alliance Maladies Rares, qui est la Fédération française des organisations de maladies rares. Et elle rassemble plus de, je crois, 220 associations qui portent la cause de différentes maladies rares de toute nature. Nous avons créé, par exemple, Eurordis. Eurordis, c'est l'organisation européenne des maladies rares qui, quelque part, porte la voix des malades au niveau de l'Union européenne, puisque vous savez que
en termes de recherche. Il y a beaucoup de compétences, par exemple sur l'autorisation, sur l'évaluation des candidats médicaments. C'est au niveau de l'Europe, c'est l'EMA, l'Agence européenne du médicament, qui est l'acteur, je dirais, central de l'évaluation des candidats médicaments pour aller vers les autorisations marketing d'utilisation de ces traitements. Donc voilà, il y a tout un ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que nos premières filiales comme Geneton, par exemple, créent à leur tour des filiales. Donc on a des filiales de deuxième génération. Par exemple, on peut citer Geneton qui a eu besoin de créer une biotech pour porter particulièrement le développement thérapeutique d'une autre thérapie génique sur la myopathie de Duchenne. Et ça me permet d'ouvrir le débat sur le modèle économique de la FM Téléthon. La FM Téléthon est une association loi 1901. Les organisations qu'elle a créées sont des associations non-profit. Mais elle a aussi créé quelques organisations qui, elles, sont, par exemple, Hyposkésie est une SA, c'est une société. Elle est dans le domaine commercial, parce qu'elle est dans le domaine du médicament. Donc la FM Téléthon a un modèle économique un petit peu complexe. Bien sûr, le Téléthon est essentiel, basé sur l'engagement de tous, la générosité publique et le financement non-profit, c'est essentiel, mais il permet de créer des effets de levier parce que une fois que une partie du travail a pu être réalisée, on peut ensuite avoir des accords, par exemple, de partenariat industriel. Geneton en a, ISTEM en a, l'Institut de myologie en a, qui permettent de créer des effets de levier et de conjuguer les fonds issus de la générosité publique à des fonds privés qui permettent d'aller plus loin. On ne pourrait pas financer, on peut financer jusqu'à un certain niveau les recherches, mais on n'aurait pas financé les développements cliniques qui sont nécessaires pour aller jusqu'à l'homme. Et donc, le modèle économique est un petit peu compliqué. Néanmoins, au cœur de ce système, c'est bien l'engagement des bénévoles, c'est la générosité publique qui, grâce au Téléthon, permet de fédérer d'autres partenariats qui, à leur tour, vont apporter d'autres financements, ceux-ci, par exemple, issus de l'industrie du médicament. Alors, ça, c'était la première Oui, question, l'organisation. Et puis après, la deuxième question, c'était les pathologies. Je vais en citer quelques-unes. Les thérapies géniques qui aujourd'hui sont portées par Geneton, bon, l'amyotrophie spinale, c'est derrière lui, c'est un super succès, vous l'avez vu. Il y en a une qui est en cours et l'enjeu est très important, c'est la myopathie de Duchenne. Vous avez peut-être vu ce petit garçon qui a été, qui a été un ambassadeur du Téléthon 2024. Il est atteint d'une myopathie de Duchenne. Il a été traité par un candidat médicament élaboré par Geneton en thérapie génique. Et aujourd'hui, au lieu de perdre la marche, il est capable de monter jusqu'au deuxième étage de la Tour Eiffel, donc en montant par les escaliers. Et puis vous avez peut-être vu le petit Sacha, il y a des vidéos qui ont circulé de ce gamin qui est capable de monter les escaliers, etc., etc. Et cette année, celui qui représente cette pathologie dans les témoins du Téléthon, c'est le petit Paulin. Et donc la myopathie de Duchenne, on est à la veille, je l'espère, je croise les doigts, d'un succès fantastique pour cette maladie, de la même façon que le traitement pour la métrophie finale a été un succès fantastique. Fantastique. Généton travaille aussi sur des thérapies géniques des maladies de l'œil, sur des thérapies géniques des maladies du foie, sur des maladies génétiques du système immunitaire. Voilà, quelques exemples. oui, c'est vraiment extraordinaire. Je crois que, parce que le temps avance, on pourrait maintenant voir la partie, je dirais, plus opérative. Alors, au niveau de Français du Monde, euh, un certain nombre de sections ont déjà participé et créé des activités qui ont donc récolté des fonds pour le Téléthon. Je nommerai Pékin, Tokyo, l'Éthiopie, à Istanbul, à Ankara, à New York et à Ottawa, et certainement quelques autres sections
Donc, on a déjà un premier groupe de sections qui contribue chaque année au Téléthon. Mais je donne donc la parole maintenant à Florence pour qu'elle nous donne un peu plus de détails, je dirais, sur la partie opérative et comment nous, Français de l'étranger, on peut contribuer donc au Téléthon. Bonjour à tous et merci pour ce temps d'échange. Donc peut-être un petit rappel, l'année dernière, grâce à vous tous et à l'ensemble des associations des Français de l'étranger, c'est plus de 23 pays qui sont mobilisés pour le Téléthon 2024 et donc avec plus de 33 animations un peu partout dans le monde. Donc grâce à vous, le Téléthon est présent sur l'ensemble des continents et ça c'est assez génial parce que ça permet de dire que on a coutume de dire que le soleil se lève tout le temps partout pendant les 30 heures du Téléthon et grâce à vous, c'est vrai, donc ça c'est vraiment un moment super. Et vous avez, pour ceux qui sont à nos côtés depuis plusieurs années, vous le savez, l'idée c'est de pouvoir finalement faire ce qui se fait tout simplement à Paris ou en France, hein, en métropole, je ne sais pas comment on peut dire, en France, c'est-à-dire L'Hexagone, on dit. de vous mobiliser, oui, j'ai métropole, mais je vois très large. L'idée c'est de pouvoir organiser avec vos sections un moment de convivialité au profit du Téléthon. Donc, ça peut prendre des formes extrêmement diverses. Là, je sais qu'en ce moment, du côté de Houston, il y a une équipe qui est en train de se monter pour relayer une chorégraphie qui a été qui vient d'être créée par une influenceuse qui s'appelle Inès Vandamme sur la musique de notre marraine qui est Santa. Il y a une petite chorégraphie qui vient d'être mise en place, qui a été dévoilée la semaine dernière, que je vais vous adresser à vous tous. Et si vous le souhaitez, l'idée, c'est simplement de se retrouver devant un lieu emblématique du pays dans lequel vous habitez, dans lequel vous résidez, pour pouvoir faire ce petit pas de danse, vous filmer, l'envoyer sur les réseaux sociaux pour dire que vous vous mobilisez, et bien entendu, appeler vos adhérents à faire un don sur téléthon.fr. Donc c'est assez simple. Alors faites attention parce que je sais que dans certains pays, c'est pas possible de se mobiliser devant un lieu public et se mettre à danser. Donc prenez pas comment s'appelle, prenez pas de risques pour votre sécurité. Mais l'idée, voilà, c'est de se retrouver ensemble, d'organiser. Vous faites du golf, de faire un tournoi de golf au profit du Téléthon. Pendant un temps, il y avait un peu partout le Beaujolais nouveau. Vous faites une petite soirée ensemble et vous le faites au profit du Téléthon. C'est assez simple. L'idée, c'est d'allier la convivialité avec une collecte de dons au profit de la FM Téléthon, et la collecte se faisant directement sur téléthon.fr, hein, pour ceux qui ne peuvent pas forcément faire sortir facilement des devises. Pour ce faire, vous avez quelqu'un qui vous accompagne, qui est Marion Leveul, et on vous remettra, je vais vous remettre le contact dans la conversation. Marion Leveul, en fait, elle est d'origine anglaise, elle a fait le chemin inverse, elle est venue s'implanter en France et elle s'occupe aujourd'hui des Français de l'étranger pour vous mobiliser un peu partout. Et elle peut vous donner des idées d'animation, des idées de mobilisation et vous aider notamment à vous adresser des outils pour pouvoir communiquer à l'ensemble de vos adhérents. On reste bien dans un environnement franco-français, donc c'est à travers votre association qu'on se mobilise. En fait, on n'est pas, il y a pas, l'idée, c'est pas d'aller collecter sur la voie publique, c'est vraiment d'être entre vous, entre les Français d'étrangers. Puis ce qu'on peut faire, ce qu'on fait assez régulièrement, pour ceux qui le souhaitent, c'est potentiellement, si vous souhaitez avoir une visio avec Christian ou bien avec certains de nos chercheurs, on peut aussi organiser une visio spécifique pour vous, pour pouvoir vous expliquer et expliquer à vos adhérents voilà, l'objet du Téléthon et ce pourquoi il faut se mobiliser cette année encore. Donc, je dirais que l'idée, c'est de faire quelque chose de simple. Vous aimez marcher, vous aimez vous retrouver pour faire un match de tennis, un match de foot, un match de rugby. Profitez de cette occasion pour vous retrouver et dire, tiens, on fait cette opération-là au profit de la FM Téléthon et collecter à cette occasion-là. Voilà, c'est assez simple en fait. Et via Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à l'imagination. Voilà. Je prends pour exemple ce qui se passe dans les 15 000 communes de France qui sont mobilisées pour créer des événements Téléthon. Les seules limites, c'est d'assurer la sécurité des participants, qui n'est pas faire prendre de risques aux gens, et puis évidemment d'assurer une parfaite transparence financière de l'opération qui est organisée.
Oui, j'ai appris par exemple que dans le village où je vis actuellement, près de Reims, mais il y a déjà un certain nombre d'années, ils avaient organisé un téléthon de football. Et Oui. ils ont fait 24 heures de matchs de football entre différentes équipes de la région. Et là, je crois que c'est du côté de Argentan. Ils sont en train d'essayer de battre le record de la danse du brise-pied. Donc, si vous êtes d'origine de cette région, vous devez savoir ce que c'est. Ils vont essayer de rassembler 3635 personnes qui vont danser une danse. Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est que la danse des brise-pieds, mais pour moi, c'est style labouré. Ou, voilà. Dans d'autres régions de France. Voilà, l'idée, c'est de se faire plaisir. On a, nous, même à l'AFM Téléthon, on a des clubs tricot qui s'organisent pendant une partie de l'année pour tricoter et pouvoir participer à la plus longue écharpe du monde, qui est ensuite déployée, puis découpée et revendue, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est de se faire plaisir avant tout. Et c'est un moment de convivialité. On se retrouve ensemble Se faire pour plaisir, mais collecter. d'essayer de Voilà, ramener un pour petit peu, collecter. Oui, essayer de bien ramener sûr. quelques sous pour le Téléthon quand Voilà, même. l'idée, c'est ça, c'est on se fait plaisir pour collecter. Florence, Et on partage sa ce passion. serait intéressant d'avoir une liste d'activités comme ça qui ont déjà Oui, été faites et qui ont été, je dirais, porteuses, qui ont vraiment eu un impact pour pouvoir le partager entre nos voilà. sections, Bon, ben, je vais donner à pour leur Stéphane. donner des idées. Ouais. On a un site qui s'appelle donc la FM Téléthon, sur lequel vous avez une partie qui s'appelle Agir et dans lequel vous avez des idées d'animation. Donc, je vais envoyer D'accord. les éléments à Stéphane pour qu'il puisse Oui. vous les Oui, parce on va faire quelque chose dans notre prochaine lettre aux adhérents pour inviter donc les sections à participer et à créer des événements autour du Téléthon. Et on va vous envoyer, puisqu'elle a été diffusée depuis même une petite semaine, donc la chorégraphie d'Inès Vandamme, si vous voulez danser sur une des chansons de Santa la marraine. Il ne faudra pas hésiter. Et surtout, parce que ce qu'on aimerait, c'est que pendant les 30 heures du Téton, il y a toujours une présence des Français à l'étranger. Et on aimerait faire une boucle la plus longue possible avec des images de Français à l'étranger partout dans le monde en train de danser la chorégraphie d'Inès Vandamme. Donc 30 secondes sur un téléphone, vous postez en mettant hashtag téléthon.fr. On va donner toutes les infos à Stéphane, mais si on peut y arriver, ça serait génial. Ça permet à un moment donné, enfin, là, pendant le Téléthon, on parle de la mobilisation des Français de l'étranger, ça permet de l'illustrer. Donc, ça, si c'est quelque chose que vous pouvez faire, ça peut être assez super. C'est quand même un point important qu'il faut aussi qu'on partage. Nous en sommes au 39e Téléthon. 39, puisque 87-2025, ça fait 30, 39 Télétons. Euh, on est frappé, on est, on dirait, impressionné. C'est quelque chose vraiment qui nous oblige et nous engage de mesurer la fidélité des donateurs français à cette opération. Je pense qu'ils ont compris que c'était vraiment une grande opération. Alors c'est une fête, c'est devenu une fête. C'est une grande opération de festive, de solidarité pour ces patients, ces petits malades atteints de ces milliers de maladies rares. On en a juste évoqué quelques-unes, mais il y en aurait beaucoup d'autres à évoquer, bien sûr. Et je crois que il y a quelque chose en termes de lien social, je dirais, de participation sociale, oui. Je crois que les gens s'y retrouvent quand ils s'engagent dans le Téléthon. Ils ont conscience de la même façon que les pionniers de l'AFM Téléthon, ceux qui ont créé l'AFM dans les années, fin des années 50, ils se sont très vite rendus compte qu'ils ne travaillaient pas pour eux, mais ils travaillaient pas pour leurs enfants, mais qui travaillaient pour les générations futures. Eh bien, le Téléthon, il y a cette dimension-là d'engagement, de dépassement de soi. Euh, je vous ai parlé de ces magnifiques victoires pour la myotrophie spinale. Oui, mais tous les adultes aujourd'hui atteints de cette pathologie, comme ma fille, qui n'ont pas bénéficié de ce progrès thérapeutique, et même si ils peuvent bénéficier aujourd'hui de traitements, des autres traitements que j'ai évoqués, eh bien, il faut bien se dire que un traitement qui est appliqué sur une maladie qui s'est développée pendant plusieurs décennies, il n'a évidemment pas l'efficacité
de ce qu'on évoque lorsque on parle de traiter les nourrissons avant même l'apparition des symptômes. Donc, c'est un combat qui nous dépasse. C'est un combat de solidarité et c'est un combat qui n'est pas pour le bénéfice personnel des personnes, mais pour les autres, pour le bien commun et pour les générations futures. Alors, est-ce qu'il y a encore des demandes de parole, des questions? Sinon, ben, Christian, je te demanderai de faire peut-être une conclusion sur... donc, on a vu effectivement tout cet exemple de l'amyotropie spinale qui vraiment est allé au bout des recherches et on est arrivé à la fin à avoir un médicament et aussi un dépistage, un système de dépistage. Mais qu'en est-il? Peut-on espérer rapidement d'autres résultats? Je crois que la myopathie de Duchenne et enfin, c'est bien parti pour trouver, disons, un médicament ou un traitement. Mais disons, parlons un peu de l'avenir. Y a-t-il aussi d'autres projets de AFM Téléthon? Donc, on a vu avec ces trois institutions, comme tu l'as dit, c'est le bras armé de AFM Téléthon. Y a-t-il d'autres initiatives? Et puis en plus, ce qui est vraiment frappant, c'est tout ce que tu nous as dit sur un ensemble d'associations qui se sont créées en France sur ces maladies rares. Et donc, c'est vraiment quelque chose aussi de très important de réussir comment dire, coordonner ces associations et faire en sorte que bah, tout avance, je dirais, dans le bon sens. Alors, oui, tu as évoqué la myopathie de Duchenne. Je croise les doigts, mais j'y crois très fortement parce que c'est pas une croyance, je dirais, béate, hein, c'est parce que les résultats sont là. Je crois que dans 2 ou 3 ans, on pourra parler de la myopathie de Duchenne comme on parle aujourd'hui de la myotrophie spinale, c'est-à-dire d'un problème pour lequel la thérapeutique est là et permet de changer complètement le destin de ces garçons, puisque pour la myopathie de Duchenne, c'est les garçons là, c'est une hérédité qui est liée au sexe. Ce sont les garçons qui sont malades. Donc oui, oui. Alors après, effectivement il y a plein d'autres. Alors, c'est un mouvement constant. La FM Téléthon, chaque année, finance à travers des appels à projets des équipes de recherche qui peuvent être de partout. Elle finance pas une recherche française, elle finance des recherches là où il y a, je dirais, quelque chose de sérieux qui se présente. Donc, on finance une partie on finance nos travaux dans d'autres pays. Et bien sûr il y a une proximité géographique qui joue. On en finance plus en Europe qu'à l'extérieur de l'Europe, mais on en finance aux États-Unis, on en finance au Japon, on en finance en Australie. Il y a des laboratoires, voilà. Et ces travaux de recherche, qui au départ sont des travaux de recherche fondamentale, ils vont permettre de faire émerger des pistes de recherche thérapeutique. Et ils vont devenir des projets stratégiques, ils vont être accompagnés par la FM dans des engagements plus importants, avec des financements plus importants, pour devenir des véritables projets thérapeutiques qui feront la médecine de demain. Donc, oui, le champ est immense, hein. 7 000 maladies rares, seuls environ 5% d'entre elles bénéficient aujourd'hui d'une solution thérapeutique. Donc, c'est pas demain que le Téléthon va perdre son intérêt. Je croise les doigts, mais pour l'instant, les Français nous font confiance, qu'ils soient en France ou à l'étranger, et on compte évidemment sur vous. Mais oui, Généton, ou si je mets bout à bout ce que fait Généton, ce que fait ISTEM, que fait l'Institut de myologie, on a des travaux sur plein de maladies neuromusculaires,
Je pourrais en citer d'autres, hein. Tu as évoqué tout à l'heure, tu as évoqué une calpaïnopathie. Pardonnez-moi le nom un peu compliqué. C'est ce qu'on appelle une myopathie des ceintures. C'est un autre type de maladie. Notre problème, c'est qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de pathologies, parce que les avancées sur une maladie apportent des pistes pour les autres, on sait ce qu'il faut faire. La calpaïnopathie que tu as évoquée, qui est une myopathie des ceintures, on sait très précisément ce qu'il faudrait faire et dans quel calendrier pour arriver à la traiter. C'est juste un problème de moyens. Et évidemment, entre la recherche fondamentale et ce qu'on appelle la recherche clinique, il y a un gouffre en termes de coûts. Des programmes de recherche académique, des programmes de début pour comprendre des mécanismes, ça va coûter quelques dizaines à quelques centaines de milliers d'euros. Quand on parle du développement thérapeutique, le passage à l'homme, on parle de centaines de millions d'euros. Généton a besoin de 115 millions d'euros pour achever l'essai de thérapie génique dit de phase 3, c'est-à-dire celui qui va permettre d'aller présenter ce candidat médicament aux autorités réglementaires, à l'EMA en France, à la FDA aux États-Unis, pour qu'on passe du stade du candidat médicament au stade de médicament, qui aura obtenu une autorisation de marketing, ce qu'on appelle une marketing autorisation, qui ouvre la voie à la dispensation de ce traitement, 115 millions d'euros. Mais on sait, semaine après semaine, mois après mois, année après année, ce qu'il faut faire. C'est vrai pour toute la famille des myopathies des ceintures. C'est vrai pour une maladie du foie qui est portée par Généton, qui s'appelle la maladie de Crigler-Najjar. C'est vrai pour des maladies du système immunitaire qui sont également portées par Généton. Bref, on a progressé, la science a fait des bons, même si pour les malades c'est toujours trop lent. La science a fait des bons extraordinaires ces dernières décennies, qui fait qu'avec les progrès thérapeutiques pour certaines maladies, on sait très précisément ce qu'il faut faire pour les autres. C'est simplement une question de moyens disponibles. Et là, si on parle de moyens, rappelons que le dernier Téléthon de 2024 a rapporté, je crois, 96 millions. Virgule, 500 000. virgule 6 ou 7, Oui, je crois. oui, non, 96, pas plus, quelque chose. mais Je suis disons, 80. Ah, vous avec ce que savez, nous dit Christian sur le coût, disons, pour mettre sur le marché un médicament, pour arriver, disons, au médicament de 115 millions, hmm, bah, vous voyez qu'on a encore du 115 chemin à faire. millions après les premières phases qui ont démontré qu'il y a Oui, un vrai intérêt thérapeutique et on a déjà commencé à traiter les premiers malades dans le cadre des premiers essais. Là, vous savez, on fait différentes phases d'essais et avant qu'on puisse se présenter devant les autorités réglementaires, il faut faire ce qu'on appelle un essai de phase 3 qui, sur un nombre de patients suffisant, permet de démontrer qu'il y a plus de bien que de mal apporté par le traitement, qui a plus d'effets bénéfices que d'effets secondaires euh, négatifs. C'est ça qu'il faut oui, faire. mais enfin, dans Et ce ça que coûte, tu... ça coûte abominablement cher. Et Voilà, c'est c'est pour ça ça le que, gros problème. mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Téléthon à lui seul ne peut pas financer jusqu'à ce stade-là. Mais c'est le Téléthon qui ouvre la voie et qui permet de créer des partenariats. Par exemple, euh, c'est peut-être un peu confidentiel, ça restera entre nous. Sur la myopathie de Duchenne, la thérapie génique qui est en cours d'essai, hein, dans cette phase 3, BPI France, la banque publique d'investissement de l'État français, a accepté de financer largement ce projet parce que tout le travail préalable, le travail de préclinique, les essais de phase 1 et de phase 2 qui ont été amenés par Généton ont démontré qu'on était tout proche de la solution. Donc, il y a l'argent du Téléthon, il va y avoir de l'argent de l'État français à travers BPI France et on recherche aussi un partenaire industriel pour compléter le tour de table financier parce que, en effet, tout seul, le Téléthon, autant il est indispensable pour créer ces effets de levier, mais il peut pas suffire à lui seul. Bon, on arrive à la fin de notre café citoyen et vraiment, il me semble que les
informations que nous avons eues sont assez extraordinaires, assez impactantes, et de savoir que tout cela contribue à aider des enfants. Bon, j'ai participé avec Stéphane à la soirée Téléthon qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours, et c'est vraiment un moment de grande émotion quand on voit ces enfants qui nous parlent, ces enfants dont certains effectivement ont pu être traités. Hélas, d'autres ne le sont pas encore, mais ce sont des moments très très forts, et c'est pour cela que nous souhaitons que Français du Monde, ADFE, s'investissent encore plus dans notre contribution à l'AFM Téléthon. Alors, ben, Florence, je ne sais pas si tu veux nous dire quelques mots pour Juste pour vous dire parce terminer qu'on a, ce café citoyen. Pour terminer, d'abord, un immense merci à tous. Sachez que on vous a parlé de masse importante en termes de montant, mais sachez que la mobilisation terrain, c'est-à-dire celle à laquelle vous participez l'année dernière, c'était plus de 36 millions d'euros sur l'ensemble de la collecte, ce qui a amené un de nos directeurs scientifiques à dire qu'on pouvait changer le monde en vendant des crêpes et des ballons. Donc, on est vraiment avec vous, on est vraiment là-dedans, faire changer le monde voilà, en se mobilisant, en créant du lien social et en faisant rayonner le Téléthon à l'échelle internationale grâce à vous. Et puis, je l'ai déjà dit à François, mais c'est avec énormément de plaisir qu'on vous accueillera dans nos laboratoires lors d'une de vos prochaines peut-être assemblées générales. On peut vous accueillir dans les laboratoires qui sont vos laboratoires, parce qu'ils sont financés grâce aux dons des Français et à vos dons. Et je pense que pour compléter ce que vient de nous dire Christian, la meilleure chose, c'est de pouvoir vous montrer ce qui a été rendu possible concrètement dans les laboratoires du Téléthon. Donc, avec plaisir pour vous y retrouver à ce moment-là. Et puis, d'ici là, j'espère que vous nous remontrez plein d'images de mobilisation du terrain pour qu'on puisse partager, enfin voilà, vivre avec vous votre Téléthon et le faire partager aux Français sur France Télévisions. Voilà. En tout cas, on est à votre disposition et avec Stéphane pour vous donner un maximum d'informations. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, nous sommes là. En tout cas, un immense merci à vous tous. Oui, je crois Bah, qu'il manquait on va le peut-être faire mot. une photo, Stéphane? J'en ai fait. J'en ai fait Voilà. Oui, mais il y quelques-unes. a beaucoup de personnes qui sont pas en... Enfin, tous ceux qui peuvent, mettez-vous en mode caméra pour qu'on puisse faire une photo bah, qui représente le plus ce café citoyen. Euh, Et pendant qu'on fait la photo, moi je m'associe au remerciement de Florence parce que c'est grâce à vous accompagné de milliers, j'ai presque envie de dire de centaines de milliers de bénévoles qui s'associent à nous dans cette opération-là, qu'on arrive ensemble à franchir des montagnes. Comme on le disait au début, Thérèse, on ne te voit pas bien. nous sommes des gens ordinaires, mais grâce à vous, grâce à cette grande mobilisation, on arrive à faire des choses extraordinaires. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces participations et toutes ces remarques qui sont Très bien. effectivement très inspirantes. J'ai pris les photos. En tout cas, Bon. ça c'est fait. Oui. Merci Stéphane. Écoutez, Merci. merci encore de votre participation, mais bah, j'espère que ensuite, sur le terrain, cela va faire que nous allons avoir beaucoup plus d'activités pour aider, pour contribuer au Téléthon. Et Vous savez, juste dernier point, c'est vraiment un mouvement très populaire. Le don moyen du Téléthon, il est autour de 70 euros, un peu plus de 70 euros. Donc c'est vraiment, c'est pas, Yeah. c'est vraiment Your phone's about 60, une vraie 61% charge, to be honest. c'est vraiment une vraie mobilisation très populaire, hein. C'est de l'ordre de 5, on a estimé, à 5 millions de Français qui s'impliquent d'une façon ou d'une autre dans cette opération, les dates de l'émission, quoi, autour du 5 et cette année, autour du 5 et 6 décembre. Mais ne croyez pas qu'une petite contribution, elle est négligeable parce que c'est cette agrégation de tout un tas de petits dons, de petites contributions qui arrivent à faire ces sommes qui permettent de changer la vie de milliers d'enfants.
Et d'adultes, d'ailleurs. Il n'y a pas que des enfants, il y a des adultes. C'est vrai. Je peux faire une petite question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. sûr. Oui. Et est-ce que vous pouvez poster où on peut faire les dons? Il y a Oui. je crois que il n'est pas. On Ah, va faire une publication sur le site internet de Français du Monde ADFE, ok. et cette information sera communiquée très rapidement aux adhérents de l'association. Ok, Oui, merci. on le mettra aussi dans la prochaine lettre aux adhérents. Donc, vous aurez sur cette lettre aux adhérents les informations pour contribuer, parce qu'effectivement, il y a, je dirais, deux grandes façons de contribuer. L'une, c'est de faire une activité Téléthon, et l'autre, c'est directement de faire un don sur le site du Téléthon. Il y a de multiples canaux, mais tous les canaux convergent dans la Oui, même cagnotte nationale qui est la collecte nationale du Téléthon. Et C'est donc, 96 et quelques millions de j'espère que l'année. cette année, nous passerons les 100 millions d'euros. Oui. On retrouve, L'objectif, on oui. retrouverait, si on faisait ça, L'objectif. et on y croit, on retrouverait les records de collecte de la fin 2006. des années 2000, de 2000 à 2006. 2008. Entre 2004 et 2008, on a dépassé 100 Ils millions sont bons. d'euros, avec une pointe, en effet, en 2006, qui était 106. 106 et quelques millions d'euros. Ce qui arrangerait bien, ce qui nous Ouais. arrangerait bien, parce que vous savez que, je termine, après j'arrête, hein, parce que vous savez, je pourrais parler 3 heures, hein. Mais aujourd'hui, on a, vous avez peut-être compris à travers ce que j'ai dit, mais pour le dire très nettement, on a beaucoup plus de programmes que l'on pourrait financer qu'on a d'argent pour les financer. Et on est obligé, malheureusement, parce Oui, que le progrès priorité. thérapeutique permet de faire monter ensemble les connaissances, pour une maladie, pour une autre, pour les autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, encore une fois, on sait très bien ce qu'il faut faire pour plein de maladies. C'est l'argent qui manque. Et donc, on est obligé, malheureusement, on n'arrive pas à tout financer, mais on continue de ne jamais renoncer. Ça fait aussi partie de notre ADN. Merci Christian, Au merci plaisir. Florence, À merci bientôt. Stéphane aussi pour Merci. Oui, l'organisation technique. absolument. Et Merci. merci à vous. C'est parfait. Merci beaucoup, Christian et Merci. Florence, pour vos interventions qui ont été très importantes pour nous. Et ça a surtout permis, je pense, de mettre en commun un certain nombre d'informations voilà, qui pourront peut-être dynamiser le partenariat qu'on a avec vous, dont on est fier, qu'on pense poursuivre encore de nombreuses années, tant que ce sera le plus utile. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt, du À très coup, notamment bientôt. le 5 et Merci, 6 hein. décembre. Oui. Bonne journée à tous, À bonne bientôt. soirée pour Au les revoir. autres, bonne Allez, au matinée pour Merci, les revoir à au autres. revoir, à tous. Au bientôt. revoir. À Au revoir tout le bientôt. Merci monde. beaucoup. Plaisir. Au revoir.